Donc si vous le voulez bien, cette petite intervention s'organisera autour de 4 grands thèmes. On parlera tout d'abord de la construction de votre carrière et plus généralement de la carrière d'un avocat en France. Désolé. Nous aborderons ensuite quelques affaires célèbres qui ont jalonné votre carrière, avant de parler de votre engagement dans la Ligue des droits de l'homme, pour enfin finir par jeter un regard sur les sujets d'actualité dans lesquels vous vous êtes notamment exprimé dernièrement. Et pour aborder ce premier grand thème, en fait, j'aimerais commencer par la fin, ce que vous dites en fait à la fin de votre ouvrage, une phrase que j'ai relevée qui me semblait tout à fait intéressante. Je vous cite, « Si le juge qui punit est le gardien de la liberté, le procureur qui poursuit celui de l'égalité, l'avocat, lui, veille à la fraternité. » Et donc en fait, j'aimerais commencer par là. Pourquoi, selon vous, l'avocat est le défenseur de la fraternité et pourquoi avoir choisi ce métier d'avocat plutôt éventuellement que celui de juge ou de procureur? J'ai choisi ce métier d'avocat un peu par hasard, puisque quand j'ai fait du droit, vous êtes à l'heure des choix, mais quand j'ai fait du droit, c'est que je ne savais pas très bien quoi faire. Et puis, j'ai été intéressé. J'ai eu un premier professeur qui est par la suite devenu un homme important, qui s'appelait le professeur Vedel, qui m'a fasciné parce qu'il a dit des choses passionnantes. Après, j'en ai eu un autre. À l'époque, on faisait du droit romain. C'était un vieux barbichu qui nous parlait, et il nous parlait en latin, pensant qu'il n'avait pas besoin de traduire ce qu'il disait, ce qui n'était pas extraordinaire. Et après, j'ai fait 3 ans d'études de droit. Pas beaucoup. On devenait avocat après avoir fait 3 ans d'études. J'ai fait 3 ans d'études, je n'ai pas été un bon étudiant. Alors, ne prenez pas modèle sur moi. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas un bon étudiant qu'on réussit. Et en fait, ceux qui sont des bons étudiants réussissent en général mieux que ceux qui ne sont pas des bons étudiants. Voilà. J'ai eu beaucoup d'engagement, j'ai fait de la politique, je peux le dire puisque je le raconte dans mon livre, les premiers jours de la faculté, j'ai fait dans une boulangerie, salon de thé qui était en face, la connaissance d'un jeune homme qui avait 4 ans de plus que moi, 5 ans de plus que moi, qui était étudiant de Sciences Po et qui ne venait que par hasard à la faculté de droit, c'était Michel Rocard. Ça crée des liens d'amitié pour la vie. Et le deuxième, c'est au cours d'une assemblée de la Corpo de droit, c'est-à-dire l'association des étudiants en droit de Paris, en 1950, en 1952, 53. Et comme je n'étais pas du tout d'accord, non seulement avec ce qu'il disait, mais ses pratiques dans le cours de la réunion, j'ai reçu une paire de gifles d'une violence extrême qui a déclenché une bagarre. C'est pour vous dire que c'était celui qui se comportait de cette façon, c'était Jean-Marie Le Pen. Voilà. Donc, mais mon commencement dans la politique a commencé par ces 2 contacts. L'un qui était un contact intellectuel, l'autre qui était un contact physique. Alors, j'ai été un étudiant en droit engagé, j'ai fait beaucoup de choses, et puis il fallait choisir. Et je me suis aperçu que la justice me plaisait plus qu'autre chose. Je peux quand même vous raconter une anecdote qui, à mon avis, va beaucoup déterminer ma carrière. Un jour, je suis allé au palais de justice, on était 2-3 copains, on descendait à Paris, le boulevard Saint-Michel, il y avait la Sainte-Chapelle, on se dirigeait vers les grandes grilles du palais de justice de Paris. Là, on a demandé où il y avait une salle d'audience intéressante, et on nous a montré la salle de la cour d'assises, la grande, belle salle de la cour d'assises, magnifique, dans laquelle j'ai plaidé toute ma vie par la suite. Il y avait, là je suis rentré pour la première fois dans une salle d'audience, et il y avait la cour, les 3 hommes en rouge, là, ils jugeaient un vilain bonhomme. Il avait tué pour de l'argent, n'était pas sympathique du tout. Et le président était d'une dureté terrible avec lui, les témoins l'accablaient, les experts psychiatres venaient dire qu'il n'était pas fou du tout, mais qu'il était dangereux, tout allait mal. Et puis après, il y a eu le réquisitoire de l'avocat général qui a fait une charge d'une violence terrible contre ce malfaisant, et moi je ne voyais que ses mains. Ses mains étaient sur la barre, qui est une barre qui séparait du banc des avocats, et plus d'un ça était plié sous la tempête, sa tête disparaissait, on ne voyait que ses mains. Moi, je ne voyais que ses mains. J'étais un peu gêné. Et puis, quand ça a été à l'avocat de se lever, il y a un homme qui s'est levé, un grand escogriffe que je n'ai jamais reconnu par la suite, il a dit « Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ».
Et ça, je me suis dit quand même, un métier où on voit un homme qui a fait des choses très mal, qui est accablé par tout le monde, dire « et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là », c'est quelque chose, voilà qui vous explique la fraternité. C'est-à-dire que le métier d'avocat, tel que je l'ai conçu, je savais bien que je me dirigeais vers la justice, j'ai été faire un stage chez un avoué, qui était une institution qui a disparu, mais qui sentait un peu son Moyen-Âge, bon, bien. Je savais que j'allais être avocat parce que, à ce moment-là, parce que j'avais envie. La justice m'intéressait, etc. Je me suis mis à travailler beaucoup. Et c'est là que je me suis déterminé à être avocat parce que j'avais envie d'être à côté de ceux que tout le monde accable, qui sont les derniers. La victime. J'espère qu'on peut aimer défendre les victimes, bien sûr, elle doit les défendre. Mais l'homme qui est accablé par tous, venir dire. Bon, d'abord, venir dire qu'il n'est peut-être pas coupable comme on le dit. Ça, c'est quand même très important qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça. Et puis, venir dire, ce n'est pas un monstre, c'est un frère humain. Et je le cite dans mon livre, on peut penser à un texte que vous connaissez certainement, qui est la Ballade des pendus de François Villon, qui commence ainsi, « Frères humains qui après nous vivez, n'ayez le cœur contre nous endurcis ». Eh bien, je pense que l'avocat, c'est celui qui est à côté, même de l'assassin, mais au moment où il est complètement entre les mains des autres et où il va être puni. L'avocat, il est là pour qu'il ne reste pas seul. C'est pour ça que j'ai employé fraternité. Liberté du juge, c'est parce que la Constitution donne au juge d'être le garant des libertés. Procureur, celui qui accuse, il a ceci de particulier qu'il y a un seul corps de procureurs en France et qu'ils sont là pour veiller à ce que, selon les endroits, selon les affaires, on essaye de traiter les gens de la même façon. Non, bien entendu, il y a des situations différentes, etc., mais qu'il n'y ait pas d'inégalité ou une injustice tenue au fait que ça se passe dans telle région et pas dans telle autre, etc. Donc c'est pour ça que j'ai employé cette formule, qui est une formule qui rapproche bien entendu de l'institution de la République. Alors sur la fraternité, un mot encore. La fraternité, je me suis aperçu récemment, en plaidant pour des gens qui étaient poursuivis, je n'entre pas dans le détail, pour avoir fait ce qu'on appelle le délit de solidarité. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient apporté une aide à des migrants qui étaient en situation irrégulière. Et au moment où ils allaient être condamnés, on a dit on va saisir le Conseil constitutionnel. C'est une norme juridique qui existe, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel est là pour vérifier que les lois sont bien appliquées. Et nous avons dit, j'ai dit que j'ai été plaidé devant le Conseil constitutionnel pour dire mais c'est vrai que la fraternité n'est affirmée que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui n'est pas un texte contraignant de la France, et puis il est surtout affirmé quand même dans la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Et nous avons obtenu que le Conseil constitutionnel dise que la fraternité était un principe fondamental de la République et que ce délit était un délit qui était en contradiction avec le principe même de fraternité qui consiste tout simplement à aider quelqu'un qui est dans la misère. Voilà. Alors, pour continuer un peu sur cette première série de questions, le titre en fait de votre ouvrage, La parole et l'action, m'a particulièrement interpellé. Très souvent en politique, par exemple, pour le sens commun, le politique ou les politiques ont trop de paroles sans jamais être dans l'action. Et j'aimerais savoir justement en quoi le métier d'avocat permet d'être dans les deux, sachant que là aussi pour le grand public, ça paraît être plus un métier de parole que d'action. Alors le sous-titre du livre est « L'itinéraire d'un avocat engagé ». Non, d'un avocat militant, ce qui veut dire un peu la même chose. Le problème, c'est que j'ai été avocat et je pense que la parole a une importance considérable. Je suis content de venir présider tout à l'heure là un jury qui vous montre que vous pensiez à ce problème de l'éloquence actuellement. L'éloquence, attention, hein, comme disait Pascal, la vraie éloquence se moque de l'éloquence, il ne faut pas non plus exagérer. Mais la parole est un moyen extraordinaire. La parole, c'est ainsi que la justice est rendue. Elle n'est pas rendue sur des papiers
Elle est même pas tellement... Elle est par cette communication de la parole. L'avocat, il parle, c'est vrai. Il parle, et la parole est son action, d'une certaine façon. C'est-à-dire que la parole, l'utilisation de la parole, le fait que nous nous parlions, le fait que je vous parle à vous actuellement, que j'ai envie de vous convaincre, de vous dire des choses, que chacun d'entre vous est important puisqu'il est relié à ma parole. Donc la parole est essentielle. Mais la parole n'existe pas si elle n'est que parole. Si elle n'est que parole et si elle n'est là que, par exemple, pour séduire, comme la musique, je ne veux pas du tout mépriser la musique, hein, mais la parole comme... non, la parole, elle est là aussi pour convaincre, pour permettre que la justice soit bien rendue. Et puis, ça ne suffit pas. C'est vrai que j'ai toujours cru que, pour moi du moins, j'ai toujours été convaincu qu'il fallait agir pour rendre le monde meilleur. C'est un peu présomptueux de dire ça, mais enfin, une action pour transformer le monde. Une action politique, mais qui n'est pas une action forcément politicienne, qui est une action, et cette action se fait par la parole. La parole est action, et l'action est parole. C'est pour ça qu'après avoir longtemps hésité, parce que j'en ai trouvé des titres. Vous savez, quand j'ai fait ce livre, je suis passé par 50 titres. À la fin, je suis tombé sur celui-là. J'ai pris celui-là et mon éditeur m'a dit bah, « Maintenant, ça suffit comme ça, arrêtez de changer de titre parce que le livre est imprimé, il ne sort pas parce que vous n'avez pas trouvé de titre. » Alors, il m'a dit « Je trouve celui-là bon, vous le prenez. » Et voilà. Ça semble bien. Alors, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, le fait d'avoir défendu des personnes accusées de délit de solidarité, effectivement, ce qui est assez frappant dans votre carrière, c'est la diversité des affaires en fait, que vous avez eu auxquelles vous avez eu à plaider. Alors, vous dites dans votre ouvrage hein, qu'une affaire notamment vous a marqué, celle de Richard Roman. Et c'est vrai qu'on voit passer de Richard Roman, Véronique Courgeot, Dominique Strauss-Kahn, Dominique de Villepin, un journal, Libération. Et en fait, ma question c'est comment choisissez-vous ces affaires-là? Comment passe-t-on? Il y a un chapitre dans votre ouvrage qui s'appelle Les défendre tous. Mais voilà, comment passe-t-on de personnes, on va dire, traditionnellement délaissées par la justice, de personnes issues de classe populaire, à des gens aussi médiatiques et puissants que DSK, à une institution comme Libération, qui est un journal, et j'imagine qu'on ne défend pas de la même manière un journal et un individu. Comment embrasser toutes ces différences? Oui, les choses s'en mêlent un peu, se chevauchent. Il n'y a pas une règle générale. La première règle, évidemment, c'est qu'un avocat, ça défend. Et ça ne commence pas par poser la question, est-ce que mon client est un saint homme? Non, il est accusé, donc on le défend. Alors, dans la vie, c'est vrai que j'ai eu une évolution. J'ai beaucoup défendu, et je le raconte, des malheureux, mais j'ai défendu beaucoup d'ouvriers. J'ai été avocat de syndicat, j'ai été avocat de paysans, j'ai été avocat des pêcheurs, j'ai été avocat dans votre région, c'était dans le Pas-de-Calais, mais dans votre région, l'avocat des mineurs dans les Houilles, au temps où il y avait des accidents de mines terribles, où il y avait 42 morts ou autres, qui réclamaient, dont les syndicats réclamaient au patron de dire pourquoi ils n'avaient pas évité cet accident, etc. Bon, donc j'ai dans ma vie eu des affaires comme ça. J'ai défendu beaucoup de gens désemparés. D'abord, pour apprendre mon métier, j'ai beaucoup été dans la justice immédiate, la justice du jour le jour, la justice pour enfants. J'ai vu ce matin que vous y étiez intéressant et je considère que c'est très important, la justice pour enfants. J'ai beaucoup fait ça, ça m'a formé aussi. Et puis j'ai été l'avocat aussi, il faut le dire, j'ai été engagé politiquement. J'ai été dans un parti qui s'appelait le PSU, qui a été un parti, je dirais de gauche, mais non affilié au Parti socialiste ou au Parti communiste, là très proche de Michel Rocard. Et j'ai été membre du bureau national de ce parti, donc j'ai fait de la politique à assez haut niveau. Et puis j'ai quitté parce que moi je n'ai pas voulu aller dans les partis traditionnels, pour des raisons diverses, et en particulier parce que si j'aime défendre les gens, je n'ai pas d'appétit pour le pouvoir. Je préfère critiquer ceux qui en abusent. Voilà, chacun ses dons. Et je n'ai donc plus fait de politique. Mais comme avocat, j'ai défendu par exemple tout le mouvement de mai 68. J'étais l'avocat des leaders et puis des autres aussi. J'ai eu un travail considérable. J'ai été l'avocat d'un certain nombre de mouvements gauchistes qui ont suivi. Puis j'ai été l'avocat, je le raconte dans ma livre, beaucoup du mouvement paysan. Bien. Et puis petit à petit, en même temps, d'ailleurs et souvent pour gagner ma vie,
j'étais un avocat pénaliste traditionnel. Pénaliste, ça veut dire, c'est ma première histoire, celle que je vous ai racontée tout à l'heure. Un homme qui est accusé de choses terribles. Et là, la question se pose, alors petit à petit, ça devient une exigence. Quand un homme comme Richard Romance et ses frères, peut-être quand je vous raconterai l'histoire dans 2 minutes, me demandent de l'assister, en fait c'est ses frères qui me demandent parce qu'il est en prison, et comment peut-on résister quand la France entière est en train d'accabler un homme? Et on dit, mais et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là, oui. Il va falloir que je vois si on peut le défendre. Et finalement, je rentrerai, on l'a fait acquitter. Et petit à petit, les affaires pénales, qui étaient des affaires pénales de moyen niveau, et de haut niveau de plus en plus. Et des gens m'ont désigné, non pas... Alors, j'ai défendu des affaires beaucoup pour des raisons politiques, beaucoup pour des raisons sociales, mais aussi simplement parce que c'était des affaires pénales où quelqu'un risquait d'être condamné parce que c'est mon métier. Chaque fois, je me suis passionné. Et petit à petit, je n'ai plus seulement les affaires de gens comme ça. C'est pour ça que des gens comme Dominique de Villepin et Dominique Strauss-Kahn m'ont demandé. Ils ne m'ont pas demandé parce que j'étais un militant politique. Ils m'ont demandé parce que j'avais la réputation d'être un assez bon avocat et d'être un avocat qui était assez loyal pour être respecté par les magistrats. Voilà ce que je peux dire. C'est ce que j'ai mis ma vie à construire. Alors, voilà, c'est ce que je peux expliquer pourquoi on a une grande diversité, j'ai eu une diversité de clientèle qui m'a permis d'écrire ce livre, qui est un livre qui parle de tous les aspects de la profession d'avocat. Alors, vous voulez que je vous raconte l'affaire Roman rapidement? Je pense que pour nos élèves de 15-16 ans, je pense que c'est important. Ben écoutez, je vais vous raconter l'affaire Roman. C'est une des affaires que je raconte dans ce livre, qui est une affaire qui m'a marqué, puisque c'est quand même la seule affaire où je me suis fait casser la gueule parce que je défendais quelqu'un. Un jour, dans un village de Haute-Provence qui s'appelle la Motte-du-Caire, un beau village, un soir, il y a une petite fille qui disparaît. Une petite fille de 7 ans, elle disparaît. Alors tout le village la cherche, les pompiers arrivent, les gendarmes s'y mettent, on ne trouve pas la petite fille. Et puis on s'aperçoit qu'elle est venue, elle est sortie du café avec un garçon qui était ce qu'on appelait autrefois un chemin, un type qui courait de coin en coin, qui se louait dans les fermes, etc. Et quand il était à la Motte-du-Caire, il était hébergé par un chevelu qui élevait des chèvres dans une ferme à 3-4 km de là, et qui était un peu... Ces gens dans cet endroit, ce sont des gens pauvres, qui travaillent dur, une terre un peu ingrate, c'est pas facile, ils ont quelques fruitiers, bon. Et ce type était un ingénieur agronome qui était venu là pour élever des chèvres dans une espèce de chaumière en ruine. On l'appelait l'Indien parce qu'il couchait sur un tipi. Enfin, un type un peu étrange, fait de ces gens qui n'acceptent pas la vie de tout le monde et qui vivent leur vie, le rêve de leur vie. Et ce jour-là, donc on arrête ce garçon qui était parti avec la petite fille au bras et là-dessus, les gendarmes qui sont assez malins lui font avouer tout de suite. Parce qu'ils trouvent des traces sur lui, il n'y a pas de doute. Il avoue, et ils mettent en cause Roman, l'autre donc, l'ingénieur agronome, là, qui était le paysan, mais enfin bon, même paysan pauvre parmi les pauvres, mais qui était d'origine, qui aurait pu être autre chose. Et ils mettent en cause, tout le village l'accable, et finalement, après un interrogatoire terrible, il avoue. Il avoue, il dit oui, c'est moi. Mais quand la phase policière entre les mains des gendarmes, là-dessus, où il y a un procureur de la République qui a fait une chose imbécile, il a fait mener l'enquête par les gendarmes du village. Gendarmes du village, comme toujours dans un village, les gendarmes y vivent dans le village. Cette petite fille, c'était la leur d'une certaine façon. Et même, et c'était eux qui avaient trouvé le corps, qui avaient annoncé la mort de la petite fille aux parents. Évidemment, c'est des gendarmes dont on ne peut pas forcément exiger une indifférence totale, et je pense que le procureur de la République avait commis une très grosse erreur. Toujours est-il que Roman, il nie les faits. Et ses frères me demandent de l'assister, j'accepte donc d'être son avocat dans un moment où c'est terrible. C'est une affaire qui secoue la France entière. Un grand journal comme France Soir a une première page dont la moitié est occupée par un titre, qui est un titre en lettres qui font presque le tiers de la page.
faut dire. Ça s'appelle Les Monstres. Et tous les journaux disent cela. La radio ne parle que de ça. Partout, on parle des monstres. Parce que Gentil ajoutait que c'était une espèce de rite, etc. Bien. Et donc je suis désigné, c'est très difficile. Affronter l'opinion dans des cas pareils, là vous avez vraiment l'impression d'être le seul qui reste. Et puis on s'est aperçu en regardant le dossier que ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas être là. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Il y avait des problèmes d'horaire. Et il a fallu, par exemple, un jour faire une reconstitution, non pas du crime lui-même, mais de ce qui s'était passé dans le village avant le crime, pour savoir en particulier si Roman était susceptible d'avoir emmené la petite fille. Bon, je passe sur le détail. Gentil disait, il m'a rejoint en voiture. Bon. Et même les aveux de Roman étaient pleins de contradictions, je n'entre pas dans le détail. Puis un jour, on fait cette reconstitution pour voir ce qui s'était passé dans le café. Puis Roman avait bu un café, mais j'étais convaincu, moi, qu'au moment où la petite fille était tuée, il était dans le café, et j'en avais la preuve. Et puis, pendant la reconstitution, les gendarmes ont amené, le juge a fait amener une espèce de grande poupée en chiffon qui devait figurer la petite fille. Et la famille ne l'a pas supporté. Les choses étaient préparées à l'avance, puisque ça faisait un mois que je recevais des petits cercueils, avec le nombre de jours qui séparaient. Et là, j'ai reçu une tarte à la crème, pas très méchant, mais elle a été envoyée avec l'assiette qui s'est cassée et qui m'a ouvert le lobe de l'oreille. Or, je ne sais pas si vous savez, l'ouverture du lobe de l'oreille est une blessure qui n'a aucun caractère de gravité, évidemment, mais qui a un défaut, c'est qu'elle saigne énormément, ce que je ne savais pas, évidemment. D'ailleurs, je ne me suis pas aperçu que j'avais saigné, j'ai été essayer de me nettoyer la crème, et puis là-dessus, je me suis aperçu que je dégoulinais de sang de partout. Ma chemise, tout était taché de sang, donc j'ai défait ma chemise, bon. Et là-dessus, ils ont défoncé la porte, et là, je me suis fait, pas lyncher parce qu'ils n'ont pas eu le temps, mais enfin, bombardé de pots, de machins, de coups de poing, et les gendarmes ont ouvert la porte du café et m'ont ceinturé en croyant que j'étais un manifestant. Vous voyez ce type tout nu, ou presque à moitié nu, et, bon, et je leur ai dit qui j'étais. Là, j'ai été emmené à la gendarmerie, après, on est rentré, l'affaire a été terminée, mais pour moi, je n'ai pas voulu porter plainte, c'est les risques du métier. Hein. Bon. Et là-dessus, on s'est aperçu qu'il y avait un nouveau juge qui était inquiet. J'ai fait une grosse note dans laquelle j'étais totalement convaincu de l'innocence de Roman. Il y avait un certain nombre d'éléments, et en particulier les conditions dans lesquelles il avouait. Il avait avoué aux gendarmes en donnant des détails qui correspondaient aux faits, parce que les gendarmes connaissaient parfaitement les lieux. Et puis après, il y a d'autres gendarmes qui venaient de Aix-en-Provence, qu'il avait interrogés, mais ceux-là ne connaissaient pas. Donc Roman se mettait à faire des erreurs énormes. Il plaçait la petite fille du mauvais côté de la rivière, etc. Donc j'étais convaincu de son innocence, et finalement, le juge d'instruction, qui réentend tous les témoins, il rend une ordonnance de non-lieu. Ça fait un scandale épouvantable, le palais de justice de Digne est saccagé, c'est très dur, mais mon client est en liberté. Immédiatement, la chambre d'instruction, qui est la cour d'appel, qui juge aussi des juges d'instruction, dit non, 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 et ordonne son arrestation. Il va falloir qu'il se constitue prisonnier, il le fait, et la chambre d'instruction refait une instruction complètement à charge. Finalement, il est renvoyé devant une cour d'assises à Grenoble. Et là, nous avons eu un procès de 3 semaines. Je ne passerai pas sur le détail, mais la bataille est terrible, terrible. Vous avez une hostilité encore. Il faut, je ne vais de mon hôtel au palais de justice qu'entouré de policiers en civil. Je n'avais pas voulu d'uniforme. Hein. Bon, entouré de policiers pour me protéger, c'est très dur. Et puis finalement, le dossier s'écroule à l'audience. Je vous passe sur les détails, mais il y avait beaucoup de choses. Les témoins changeaient de position, mais bien entendu, ils étaient confrontés au fait qu'ils s'étaient évidemment mis d'accord pour changer les horaires, puisque avant ils avaient des horaires différents. Et puis, il se passe plein de choses comme ça. Et pour vous raconter, par exemple, un élément auquel je n'avais pratiquement pas pensé, qui pratiquement m'a paru évident. La petite fille, quand elle avait disparu, on avait fait sentir ses habits à un chien spécialisé dans la recherche des personnes, et finalement, le chien avait retrouvé la trace de la petite fille, de l'endroit où on savait qu'elle était partie. Il était parti à toute allure, et il était parti en courant jusqu'à la rivière. Et le chien disait, mais c'est pas possible dans ces conditions que, comme le dit Gentil, c'est-à-dire l'autre,
Et comme il l'a dit lui-même à un moment, la petite fille soit montée dans la voiture sur ce chemin-là. C'est pas possible parce que le chien aurait arrêté sa course. Alors, les parties civiles, l'avocat général qui hésitait encore, bon, trouve que cet élément de preuve est quand même un peu incertain. Et, si vous voulez, dans un procès très tendu comme celui-là, il dit, mais enfin, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas une pièce scientifique. Son chien s'appelait Mince. Mince, ce monsieur. Et ce gendarme a répondu, Mince ne ment jamais. Et ça a fait éclater la salle de rire. Et curieusement, vous voyez ce que c'est qu'un procès. Le procès très tendu a basculé sur cette chose-là. Et puis ça a été tellement plus fort que finalement, je n'entrerai pas sur les détails, l'avocat général a refusé de demander la condamnation, ce qui est rare, très très rare, et j'ai plaidé avec 2 autres avocats, et Richard Roman a été acquitté. Il a été acquitté, mais il s'en est jamais remis. 5 ans de prison, plus de 4 ans de prison en étant innocent, c'est quand même une chose terrible. Alors bien sûr, il avait signé sa perte en avouant dans des conditions atroces. Hein. Il était attaché à un anneau tout nu dans le commissariat pendant que la foule criait à mort. Et il y avait quelque chose. Les policiers avaient fait un procès verbal. Il y avait un procès verbal qui faisait une seule page. C'est celui qui commençait à 19h le soir, qui se terminait à 8h du matin. Et il avouait à 7h30. Donc on voit bien l'épuisement, etc. Donc voilà, je vous raconte cette histoire parce que c'est une des histoires qui a marqué ma vie. Ce garçon a été acquitté. Il est mort 4-5 ans après, misérable. En fait, on peut dire qu'il est mort de ça quand même. Voilà. Alors ça, je vous raconter une histoire, mais qu'est-ce que vous voulez? Un avocat, c'est indispensable. Pourquoi? Il y a une phrase que j'aime citer. C'est une phrase d'un grand archéologue qui s'appelle le roi Gourand. Vous ne connaissez pas, c'est un archéologue préhistorien. Et il était professeur au Collège de France, membre de l'Académie. Bon. Et il a écrit un livre dans lequel il se moque des préhistoriens qui croient brusquement avoir découvert toute la religion des hommes de Lascaux, de la grotte de Lascaux, rien qu'en regardant le sens dans lequel un trait de plume a été tiré. Et il disait, c'est curieux, cette faculté déconcertante qu'ont les faits de se ranger dans le bon ordre pourvu qu'on les éclaire d'un seul côté à la fois. Bon. Et moi j'ai toujours dit que l'avocat, c'est celui qui regarde les faits d'un autre côté. Certes, c'est le côté de la défense, mais c'est absolument nécessaire. Et là, je ne parle pas de... Je parle de quelque chose qui est une évidence, c'est la présomption d'innocence. C'est qu'on ne peut pas condamner quelqu'un pour des faits dont il n'est pas prouvé qu'il les a commis. Et que, tant qu'il ne les a pas prouvés, tout le monde est présumé innocent. Et donc, ce principe de la présomption d'innocence nécessite qu'on éclaire les faits d'un autre côté que celui de l'accusation. Voilà. J'étais un peu long, mais je vous ai raconté une histoire. Alors, justement, ça va peut-être nous permettre de passer à la troisième question, qui est votre engagement au sein de la Ligue des droits de l'homme. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière d'approfondir l'action, justement, du... Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, j'ai toujours agi sur la scène publique. Je me suis beaucoup battu, par exemple, si on prend le problème de la peine de mort, ou si j'aurais pu vous raconter des histoires de peine de mort, parce que j'ai connu cette période. Je n'ai pas eu de client exécuté. J'ai eu cette chance inouïe de ne pas en avoir eu. Mais j'en ai défendu 6 ou 7, contre lesquels le réquisitoire du procureur s'était terminé par « contre monsieur Untel, je demande la mort ». Vous savez, quand vous entendez ça et que l'avocat se lève, surtout quand il est encore un peu jeune, c'est un moment dont on peut dire qu'il est difficile. Et donc, il est évident que la peine de mort, j'avais un patron, Alberno, qui était un avocat qui avait 20 ans de plus que moi, mais qui était aussi un combattant contre la peine de mort. Mais je me suis rendu compte qu'il ne suffisait pas de dire aux tribunaux, aux cours d'assises, il ne faut pas condamner les gens à mort. Il fallait réussir à convaincre l'opinion. Il fallait faire en sorte qu'alors que l'opinion était majoritaire, favorable à la peine de mort, on montre que la peine de mort était une abomination, que c'était contraire aux principes fondamentaux que nous croyons depuis aujourd'hui. C'est vrai que ça fait bien plus de 2 siècles qu'on se bat contre la peine de mort, mais en fait, elle était toujours là, la peine de mort. La Constituante, en 1791, avait voté le maintien de la peine de mort. Simplement, ils avaient voté la guillotine, c'est-à-dire tout le monde aurait la crête tranchée avec cet instrument qui avait été inventé par le docteur Guillotin,
qui expliquait que c'était un instrument très humain, puisque celui auquel on coupait la tête ne risquait rien, sauf de sentir un léger souffle au moment où sa tête tombait. Bon. Et la peine de mort, exécutée par la guillotine, existait en France. Donc j'ai compris que je me battais contre la peine de mort. Et petit à petit, alors il y a eu d'autres combats. Il y a eu le combat que nous sommes un certain nombre à avoir mené contre les pratiques de l'armée française en Algérie. Chose qui était d'autant plus difficile que moi-même, j'ai été amené à faire mon service militaire. Nous étions dans des situations qui étaient des situations particulièrement difficiles dans ce temps-là, puisque nous faisions une guerre à laquelle que je combattais. Bon. Et donc sur la peine de mort et sur un certain nombre d'autres sujets, j'ai pensé qu'il était nécessaire d'agir. J'ai agi dans des mouvements divers, quelquefois en faisant des interventions à la radio, en écrivant des articles, et j'ai compris que ce qui était important, c'était d'essayer d'avoir un combat collectif. Et la Ligue des droits de l'homme m'a paru être le lieu le plus intéressant. Je vous rappelle que la Ligue des droits de l'homme a été créée au moment de l'affaire Dreyfus, au moment où on juge Émile Zola, qui avait écrit « J'accuse », une lettre qui dénonçait les fautes de l'état-major, les faux de l'état-major qui avait fait pour faire condamner cet officier juif qui était innocent. Et Zola avait été poursuivi devant la cour d'assises pour avoir fait ça. Et il y a eu un procès extrêmement difficile, extrêmement spectaculaire. Et puis petit à petit, Zola a été condamné. Et là, il y a un grand mouvement qui s'est monté de gens qui disaient c'est pas possible, on a un problème de conscience. C'est pas possible de laisser condamner un mec simplement parce qu'il est juif, avec des faux en plus. Et là, il y a eu un immense mouvement d'opinion publique qui s'est incarné dans cette association, qui s'est fondée à ce moment-là, qui a dit, bon, il y a eu l'affaire Dreyfus, après Dreyfus a été réhabilité, je passe sur les détails, mais il a continué à s'occuper de tout, des cas individuels et des cas collectifs où il y avait des injustices que les systèmes de protection de l'État n'avaient pas réussi à éviter. Et la Ligue des droits de l'homme avait été avant-guerre un mouvement très puissant, il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes. Après-guerre, son président avait été exécuté, fusillé, exécuté par la milice, beaucoup de ses chefs avaient disparu, il est devenu un mouvement beaucoup plus faible, mais qui a continué à exister et à agir. Et donc j'ai pensé que la Ligue des droits de l'homme était un lieu qui correspondait un peu à ce que je pensais. Je me suis inscrit à la Ligue des droits de l'homme, alors je passe sur les détails, on a eu beaucoup de combats. Et puis je suis devenu président en 1995, j'en suis resté président 5 ans, je suis maintenant président d'honneur, je suis un petit peu ce qui se passe, toujours. Mais cet engagement collectif, cette nécessité d'un engagement collectif pour défendre des causes, je vous parlais de la peine de mort, mais il y en a d'autres, pour défendre des causes, m'a toujours paru nécessaire de ne pas rester seul. Et comme je vous disais que je n'avais pas envie d'être dans un parti politique, ce n'est pas que je condamne les partis politiques, on en a besoin. On en a besoin, même si actuellement ils sont dans une situation dont le moins qu'on peut dire est qu'elle est faible, mais on a besoin des partis politiques. La République a besoin de partis politiques. Mais bon, ils sont faibles, mais ce n'est pas mon problème. Je vous ai toujours dit que les partis politiques, c'est la prise du pouvoir. Or, je n'ai pas d'appétit pour cela. Or, pour faire cela, il faut en avoir l'envie. Il faut vraiment vouloir avoir une ambition politique. Non, j'ai préféré être dans un camp de défense, dans un camp sur le plan des principes. Beaucoup me disent que j'ai choisi une voie facile, que c'est une façon de se donner bonne conscience. Tout ce qu'on veut, je m'en fiche. Ce qui est certain, c'est que je n'ai pas cessé donc d'agir, et c'est mon engagement à la Ligue des droits de l'homme qui continue encore de façon plus modérée, puisqu'il y a une nouvelle direction depuis longtemps. Mais voilà pourquoi je me suis engagé à la Ligue des droits de l'homme, ce que je raconte dans mon livre. Alors, d'ailleurs, par rapport à ça, on sent très bien dans l'actualité une certaine atmosphère de réaction, voire réactionnaire. Vous parliez de la peine de mort, on a même entendu certains députés dire que les Français partis faire le djihad en Syrie, il faudrait peut-être pourquoi pas les exécuter là-bas, ou ce genre de choses qui reviennent. Et vous êtes beaucoup intervenu ces derniers temps sur, par exemple, la loi anti-casseurs, sur justement cette question du rapatriement des enfants français en Syrie. Donc vous avez attaqué l'État en justice pour l'obliger à agir. On aimerait avoir, je pense, votre sentiment sur cette atmosphère actuelle d'autorité, certains diront d'autoritarisme. Écoutez, moi, je sais pas mon principe. Ce que j'estime absolument indispensable, c'est les droits, la défense des droits. La République a des principes fondamentaux. La République doit respecter les droits, c'est même son essence en quelque sorte. La société démocratique
celle dont il est question dans la Convention européenne des droits de l'homme après la Déclaration universelle. Mais j'ai appris que vous alliez concourir, du moins la faculté de droit allait concourir au concours René Cassin à Strasbourg, qui porte sur la Convention européenne des droits de l'homme. Et ça, cette idée d'une société démocratique qui est très importante, enfin du moins pour moi c'était essentiel. Et donc la défense des droits de l'homme, la défense des principes fondamentaux, quelles que soient les circonstances, c'est ce qui m'a amené, tu sais, la Ligue des droits de l'homme, je vous le disais par exemple tout à l'heure, elle a été décapitée pendant la guerre. Beaucoup de ses responsables ont été déportés, ont été résistants, certains se sont engagés dans la justice, et elle est sortie de la guerre faible. Mais, alors que son président avait été fusillé 2 mois avant, Victor Bache, quand il y a eu l'épuration, c'est-à-dire quand il y a eu la phase de répression contre les collaborateurs avec l'Allemagne, contre les vichistes, les miliciens, contre tous ceux qui avaient trahi ou ceux qui avaient eu des comportements qui étaient des comportements abominables, racistes, antisémites. Il y a eu une répression terrible. Et au départ, c'est toujours le problème d'une sorte de vengeance, quand les gens effectivement, ils veulent se venger des misères qu'ils ont eues. Et les anciens camps où les Allemands et les miliciens empilaient les gens se sont remplis à nouveau de gens qui étaient dans une situation incertaine. Et j'ai trouvé ça, j'ai beaucoup aimé qu'à ce moment-là, la Ligue des droits de l'homme, qui avait été là, prenne position et interpelle le gouvernement avec vivacité, dire « Vous ne pouvez pas, d'accord, ce sont des traîtres, d'accord, ce sont des gens qui... mais ils ont droit au respect des droits de l'homme. Ils sont présumés innocents, il faut les traiter avec dignité, il faut les punir très bien, mais vous êtes obligés de respecter leurs droits fondamentaux. » Et ça, c'est le principe. Les droits fondamentaux sont au-dessus des choix politiques. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle moi je me suis... Alors, vous me parliez par exemple c'est vrai, des 2 dernières batailles que j'ai menées, une contre la loi dite anti-casseurs. Alors, je ne vais pas faire un discours politique. La loi anti-casseurs, on a connu ça. En 1969, quand De Gaulle a été très humilié par la chienlit, par le mouvement de mai 68, il a mis un ministre à poigne qui s'appelait Marcellin, et ce ministre a fait une loi qui était la loi anti-casseurs, qui allait jusqu'à prévoir une responsabilité collective, c'est-à-dire que vous participiez à une manifestation, même si vous n'étiez pas dans la violence, vous en étiez responsable. Passons. Elle a été abrogée en 1981. Et là, on a appelé celle-là loi anti-casseurs, c'est pas tout à fait ça, c'est une loi qui s'adresse aux conditions de manifestation, dans lequel il y a, à mon avis, indépendamment d'autre chose, une disposition que je considère comme contraire aux principes fondamentaux, c'est celle qui permet à un préfet d'interdire à quelqu'un de manifester. Qu'on permette à des juges d'interdire à quelqu'un de manifester, c'est bien, on peut limiter les libertés, il n'y a pas de liberté illimitée, il y a des frontières aux libertés qui doivent être nécessaires dans une société démocratique, mais la limitation d'une liberté comme celle-là, elle n'appartient pas au préfet, elle appartient au juge. Bon. Voilà pourquoi j'ai critiqué cette loi. Vous savez qu'elle est actuellement soumise au Conseil constitutionnel. On verra ce que le Conseil constitutionnel va dire. Oui, et surtout, ce que vous critiquez surtout fortement, c'est cet empilement de lois. Alors, attendez, alors, effectivement, vous savez, moi j'ai assisté toute ma vie à quelque chose, c'est que chaque fois qu'il y a un problème de sécurité, d'abord, c'est un problème qui a été manié pour des raisons politiques. En 1978, M. Giscard d'Estaing manie la loi sécurité et liberté pour faire peur avant les élections, pour dire, regardez, moi, je vous protège contre l'insécurité. Donc, ces lois sont des lois qui souvent sont utilisées à des fins politiques. Mais surtout, ce qui m'a paru préoccupant, et je l'ai souvent critiqué, je faisais partie de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, dont j'ai été vice-président aussi, qui est un organisme qui dépend du Premier ministre, mais qui contient de très nombreux responsables d'associations et de personnalités. J'ai toujours été très, très révolté. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y avait un crime terroriste, et malheureusement nous en avons eu, on ne trouvait pas d'autre façon de répondre à l'inquiétude populaire que de faire une loi qui est une loi qui limite les libertés. On limite les libertés de tous en raison du crime de quelques-uns pour rassurer tout le monde. En fait, à mon avis, ces restrictions des libertés ne sont pas satisfaisantes. Et je crois que si le terrorisme a été limité, car il l'a été, si les combats ici, dans ces développements ici,
c'est par des lois de police classiques et pas du tout par cette restriction générale des libertés qui sont, me semble-t-il, un truc beaucoup trop précieux. Alors, en ce qui concerne les enfants djihadistes, ça c'est un combat que j'ai pris à la suite de confrères qui m'ont demandé, et vraiment c'est quelque chose qui m'a pris au cœur. Nous avons dans les deux grands camps qui sont actuellement en Syrie, entre les mains des Kurdes, vous savez, les Kurdes syriens qui ont fait un travail extraordinaire et qui sont aujourd'hui menacés, nous le savons, on risque de les abandonner définitivement, mais ils ont en leur possession tous ces djihadistes. Et il y a des djihadistes français. Sur le jugement des djihadistes français, je dis qu'il y a un principe qui fait simplement que s'ils sont jugés quelque part, il faut veiller à ce qu'ils ne soient pas condamnés à mort, parce que ça, c'est un crime inadmissible. Pour le reste, le problème qui me préoccupe et qui préoccupe un certain nombre de gens, c'est celui des enfants. Ce sont les enfants français qui vivent actuellement dans des situations de misère, de droits élémentaires effrayeuses. Vous savez qu'on en a récupéré 5. Ils ont le corps criblé de petits éclats, des bombes, d'obus, etc., qui sont incrustés dans leur chair. Bon, vous avez des gosses là-bas qui sont paumés, malades. Alors, tout le problème est celui des mères. Alors, on me dit, mais les mères ne veulent pas, mais c'est pas vrai. Donc là, je me bats pour que le gouvernement français fasse un effort. Et le refus permanent du gouvernement français, pour l'instant, je ne demande pas autre chose. Rapatrier ces enfants, ceux que je connais, ils ont moins de 6 ans. Hein. Il y en a une centaine qui ont moins de 6 ans. Rapatrier ces enfants en France, sauvez-les. Bon, je dirais presque que ce n'est pas une intervention de droits de l'homme, c'est presque une intervention humanitaire, c'est-à-dire une intervention sans connotation politique et qui s'intéresse plutôt à ce qui est la sauvegarde d'un être humain. Bon, je pense que c'est un sujet sur lequel alors, nous avons fait un certain nombre d'actions diverses. Nous avons saisi 2 organismes internationaux. D'une part, la Convention sur l'application de la Convention des droits de l'enfant de 1989, et puis la Commission de l'ONU sur la lutte contre la torture et les traitements inhumains et dégradants. Ils sont saisis, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais enfin, bon voilà. Alors, il y en a qui me disent, mais tu veux faire condamner à France? Oui, oui. Quand je fais un recours à Strasbourg aussi, je pense que j'ai suffisamment de respect pour mon pays et pour la République française pour ne pas dire qu'il faut qu'elle soit soumise aussi à un contrôle judiciaire international. Voilà. Merci. Je ne sais pas si... Où est Damien? Il est parti. Je ne sais pas si c'est le moment des questions ou pas encore. Oui? Donc si certains ont des questions... Oh, ben il y avait des questions quand même, non? Je pense. Le micro va circuler. Alors n'hésitez pas. La première est toujours difficile. J'espère qu'il y a un micro, hein, parce que je suis un peu sourd. Et... Oui, il y a un micro qui circule. Comme disait Ramona Gravis, les ans en sont la cause. Première question. Bonjour. Bonjour. Quand vous parlez que vous voulez rapatrier les enfants djihadistes, comment vous voulez faire ça du genre? Bah écoutez, on en a déjà rapatrié 5, ils en ont rapatrié 5. Bon, c'est pas très difficile, hein. Il suffit d'organismes internationaux. Il y a un problème qui est posé, c'est vrai, c'est le problème des mères. Que fait-on des mères? Alors, depuis quelques années, il y a un certain nombre de femmes qui sont parties là-bas avec les enfants. Bon, quand ils sont revenus en France avec leurs enfants, elles ont été poursuivies, elles ont été déférées aux juridictions françaises et aux cours spéciales antiterroristes qui siègent à Paris, dont je puis vous assurer qu'elles ne sont pas laxistes. Elles, tous les jours, ce sont des 20 ans de prison qui tombent. Elles sont soumises et les juges auront à apprécier si elles y sont allées de leur plein gré, pas de leur plein gré, quelle a été leur adhésion, si elles se sont contentées de faire la cuisine ou si elles ont pris les armes. En revanche, les enfants, ils devront être pris par l'association, par l'aide sociale à l'enfance, des familles d'accueil et quand ça s'avérera possible, remis à leurs grands-parents, à des oncles et tantes, etc. Ce qu'il faut, c'est sauver les enfants. Je dirais que c'est un combat presque infrapolitique. C'est un combat humanitaire. C'est un combat qui fait que quand on voit la situation de ces enfants, qu'on parle aux gens qui la connaissent, là je vais vous dire, on ne peut pas ne pas intervenir. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de réfléchir, on ne peut pas ne pas intervenir. Alors, les solutions, oui, ça va être difficile, ça va être compliqué,
Mais ce que nous voulons au moins, c'est qu'on nous dise oui, on va le faire. On s'organise. Voilà. C'est les causes de ce combat qui est un combat que je mène actuellement, c'est vrai. Mais à côté, il y en a quelques autres toujours qui traînent. Et pourquoi attaquer directement l'État? Pardon? Pourquoi directement attaquer l'État en justice? Alors, je ne vais pas attaquer l'État en justice. On a fait des choses qui sont des choses qu'on fait peu. On a saisi 2 organismes qui sont peu saisis, 2 organismes internationaux. Alors, ils font une enquête. S'ils vont poser des questions à l'État, il sera peut-être obligé... Vous savez, il s'agit surtout de faire poser les choses. Je ne crois pas que l'État français sera condamné. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que ça bouge. C'est que là, il va être obligé de s'expliquer. Il va se poser un certain nombre de choses. Et je n'accepte pas les réponses, on ne peut pas le faire, etc. Tant pis, leurs parents ont pris des responsabilités, tant pis pour eux. Moi, j'ai entendu ça. Oui, tant pis, c'est les victimes de leurs parents, ce n'est pas les victimes de l'État français. Pour moi, un enfant n'est pas victime de ses parents. Un enfant est victime, c'est tout. Pour vous, vous trouvez ça normal de faire juger, par exemple, des enfants, de faire revenir des enfants ici, par exemple, qui vont se faire juger ici et non dans leur pays? Mais les enfants, on ne va pas les juger, les enfants. Par exemple, les enfants qui ont 6 ans, on va les juger. Par exemple, s'ils font une bêtise plus tard, comment vous voulez que ça se passe? Ils vont dire oui, on fait revenir les enfants en France, et pourquoi ils ne sont pas jugés en Syrie? C'est ça qui... Mais écoutez, les enfants ne sont pas responsables des crimes de leurs parents. Ça, c'est un problème de civilisation, premièrement. On ne juge pas les enfants quand ils n'ont pas commis eux-mêmes une faute. Les enfants sont responsables pénalement à partir de 10 ans, je vous indique. À 13 ans, vous êtes tous responsables pénalement. Hein. Alors, il y a des règles qui sont les règles du tribunal pour enfants, de la justice pour enfants. On me parle toujours de ces mineurs qui, à 14 ans, ont porté les armes. Oui, il y en a peut-être. À notre avis, pas beaucoup. Parce que malheureusement, ceux qui l'ont fait, ils sont presque tous morts. Mais s'il y a des enfants de 14 ans qui ont porté les armes, ou de 15 ans, ils sont justiciables de la justice des mineurs. Et la justice des mineurs aura apprécié quelle est la part de responsabilité qui est la leur. Tout le code pénal des mineurs est fait pour ça. Et rien ne dit que des crimes de cette nature ne peuvent pas être jugés. Voilà en ce qui concerne les enfants. Ce que je veux, c'est qu'on ne commence pas par dire, écoutez, c'est leurs parents qui sont responsables, c'est pas nous. Si, on est responsable. Voilà. Et il faut les sauver, c'est tout. Oh, ils sont muets, les étudiants de Douai, les lycéens de Douai. Que pensez-vous de la réforme annoncée de la justice pénale des mineurs? Ah, je vous ai tendu la perche, là. Bon, écoutez, la justice pénale des mineurs est un élément très important de la justice pénale. Nous avons la chance, après des siècles d'errance, le bagne d'enfants, d'avoir eu, aussitôt après la libération de la France, en 1945, une ordonnance, qui est l'ordonnance de 1945 sur la protection de la jeunesse délinquante. Elle a un principe absolu en ce qui concerne les mineurs. C'est que l'objet de la loi, ce sont des mesures de protection, d'éducation, d'assistance, de réinsertion, que je sais-je, et, si rien n'est possible, de sanctions. La sanction n'est pas interdite, loin de là. Nous savons qu'à partir de jusqu'à 16 ans, les mineurs peuvent être punis pour des actes qu'ils ont commis, mais à des peines moins lourdes que les adultes. On baisse la peine obligatoirement. De 16 ans à 18 ans, les mineurs qui ont commis des actes délinquants et des crimes peuvent être punis comme les adultes si les juridictions écartent ce qu'on appelle l'excuse de minorité. Et je me suis beaucoup battu en 1975, par là je ne sais plus la date, pour sauver un mineur qui s'appelait Bruno, je ne me rappelle plus de son nom, qui avait été condamné à mort à Beauvais. Condamné à mort à Beauvais. Pour des actes effroyables. Mais nous ne voulions pas qu'il soit exécuté, il ne l'a pas été d'ailleurs finalement.
Et voilà. Donc les mineurs, la justice pénale des mineurs, donc on avait un système qui était compliqué, c'est vrai. Mais dire qu'on abroge tout d'un coup, qu'on va faire une nouvelle justice pénale des mineurs, qui ne va pas être soumise au Parlement, qui va être prise par ordonnance du gouvernement, puisque le Parlement, dans la loi de réforme de la justice, a voté cette autorisation au gouvernement de régir, ben, je vais dire ça m'inquiète. Voilà. Ça m'inquiète, j'attends de connaître le texte de cette nouvelle loi. Si c'est une loi qui se contente de moderniser l'ancien système et de... Bon, c'est bien, mais je ne le crois pas. J'attends donc de savoir ce qu'on veut faire des enfants. Et on est enfant pour la justice française comme pour la Convention internationale des droits de l'enfant jusqu'à 18 ans. Si la France refuse de rapatrier ses enfants, la Cour internationale peut-elle l'y forcer? Non, il n'y a pas de... Ce sont des juridictions qui ne sont pas des juridictions contraignantes, mais elles peuvent condamner la France, ce qui serait, il faut bien le dire, d'un effet déplorable. Et donc je sais que le gouvernement français ne prend pas à la légère le fait d'être assigné d'une plainte soit déposée devant ces... Voilà. L'organisation mondiale, effectivement, n'est pas suffisamment forte aujourd'hui pour permettre de condamner des États de façon contraignante. De toute façon, il n'y a pas de police internationale qui tienne, donc là. Mais j'espère que... alors, je vous dis tout de suite, ma position n'est pas minoritaire, n'est pas majoritaire, elle est minoritaire. C'est curieux d'ailleurs de voir le nombre de messages d'insultes qu'on reçoit quand on intervient sur un sujet qui, moi, me paraissait à l'origine presque banal. Bon, qu'on proteste quand je défends certaines libertés, qu'on ait protesté quand je me battais contre la peine de mort ou quand je défendais Richard Roman. Après tout, on ne peut pas convaincre tout le monde d'un coup. Mais là, sur les enfants, je pensais qu'il n'y aurait pas de difficulté. Il y en a. L'opinion publique ne m'est pas favorable. Voilà. C'est pas pour ça que j'ai tort. Quand vous avez fait votre première plaidoirie, qu'est-ce que vous avez ressenti? Quels souvenirs vous en avez? Et c'était une réussite, justement? Alors, j'ai eu des réussites et des échecs. Quelques réussites, mais beaucoup d'échecs quand j'ai commencé. Ce qui prouve que la défense, le métier d'avocat est un métier qu'on apprend. C'est un métier passionnant. Il faut avoir envie de défendre, mais il faut aussi savoir défendre. Alors je vais vous raconter deux plaidoiries rapidement. La première, c'est celle du premier garçon que j'ai rencontré en prison. J'avais été commis d'office, vous savez, ça voulait dire que quelqu'un qui n'avait pas d'avocat, qui était, vous disiez, indigent mais qui n'avait pas les moyens, demandait au bâtonnier un avocat, et à l'époque d'ailleurs, cette mission nous était imposée gratuitement. Il a fallu attendre 1983 pour qu'il y ait une indemnité de ceux qui plaident commis d'office. Et donc, mais, moi, ça me plaisait bien, parce que je n'avais pas beaucoup de gens qui venaient me payer pour les défendre. Ils ne me connaissaient pas, bon. Et j'ai deux commissions d'office dont je vais vous parler rapidement. La première, c'est un garçon qui avait volé beaucoup de voitures. Beaucoup. Il avait mon âge, exactement. Je suis allé le voir à la prison de la Santé, c'est la première fois que j'ai entré. J'étais un peu paniqué, je ne savais pas comment faire. D'abord, j'ai découvert ce qu'était la prison, et j'ai découvert par son odeur. Cette odeur qui ne m'a jamais quitté quand j'entre en prison, une odeur de vieil hôpital, une odeur... enfin, c'est l'odeur de la prison. Bon, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai vu arriver ce garçon, nous avions exactement le même âge. Exactement. Nous avions 21 ans tous les deux. J'ai été pris par un premier truc, est-ce que je le tutoie ou est-ce que je ne le tutoie pas? Première angoisse du jeune avocat. Finalement, je ne l'ai pas tutoyé. Et nous avons parlé. Et ce garçon était très intéressant. Il était paumé, c'était un garçon d'un milieu défavorisé, il avait eu une enfance difficile, pas beaucoup de condamnations jusque-là du tribunal pour enfants, mais là, il avait 21 ans, il était évidemment majeur. Et il lisait, et il aimait lire, et il lisait intelligemment, mais
il ne pouvait lire que les livres de la bibliothèque de la prison. La bibliothèque, c'était un chariot qui passait dans les coursives avec un tas de livres dessus, et on donnait à celui qui était dans la cellule le livre qui était sur le dessus de la pile. Il n'avait pas le droit de choisir. Alors, un jour, il lisait L'habitat chez les Gaulois, un autre jour, il lisait un roman de Gare, etc. Bon. Et un jour, il me raconte qu'il a trouvé un livre passionnant. Il me le raconte, c'était le 2e tome des Misérables. Je n'ai pas de mal à le retrouver, puisque les Misérables sont un livre que je connais pratiquement pas que par cœur depuis que j'ai 14 ans. Et bon, on parle, etc. Et il me dit, je voudrais bien lire la suite. Alors je dis, c'est formidable. Je vais chez un bouquiniste, vous savez, sur les quais de la Seine, qui vendait des livres d'occasion. Je trouve une belle édition. J'explique au bouquiniste à quoi elle est destinée. C'est tout juste aussi ne me l'a pas donné. Et j'arrive à la prison. On n'a pas le droit de donner quelque chose à quelqu'un en prison. Et je vais voir le directeur de la prison. Et je lui dis, écoutez, j'ai un prisonnier, là, qui s'intéresse, je vais lui donner ça. Il m'a regardé comme si j'étais un fou. Il m'a dit, donner quelque chose à un prisonnier quand on est avocat? Non, mais vous n'y pensez pas. C'est une faute, c'est insupportable. Jamais je ne ferai une chose pareille. Et il s'est refusé à lui donner le livre. Alors, je l'ai donné à la bibliothèque au chariot. Et puis après, j'ai parlé avec mon client, j'ai tout raconté du début jusqu'à la fin, et puis nous avons beaucoup parlé. Et je me suis rendu compte que ce garçon était intelligent, très intelligent, qu'il comprenait, qu'il aimait lire, qu'il avait soif de s'instruire. Il disait qu'il avait volé des voitures pour se balader, parce que ça lui plaisait bien. En fait, comme le supplée le juge, je pense qu'il fournissait des voleurs professionnels. Hein. Bon, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que j'ai plaidé pour lui. Inutile de vous dire dans quel état j'étais, c'était ma première plaidoirie. Dans quel état j'étais, j'ai dit tout ce que je pouvais dire, et il a été condamné sévèrement, et il a commencé une longue carrière de délinquant. Et vraiment, c'est là que j'ai compris quelque chose. C'est là que j'ai commencé à détester la prison. J'ai compris que la prison fabriquait des délinquants, et que ce garçon, on pouvait non seulement le sortir de la prison, mais lui donner une existence qui était une existence valable. Voilà, donc ça c'est le premier point, très formateur. La deuxième affaire que je vous raconterai, qui était aussi formatrice, il y en a 2, 3 autres comme ça, mais la deuxième, c'était un Yougoslave qui errait sa peine dans Paris. C'était un migrant, comme on dit aujourd'hui, un immigré, comme on disait alors. Il était paumé, il n'avait pas de boulot, et il avait faim. Et à l'époque, il y avait devant les pharmacies, devant les épiceries, il y avait des grands casiers, en bois ou en métal, dans lesquels on alignait des bouteilles de lait. Vous voyez, 12 bouteilles de lait qui étaient alignées dans des grands casiers, qui étaient rentrés et vendus après par le commerçant dans le courant de la matinée. Et alors, il y avait un petit opercule dessus, il ouvrait l'opercule, il buvait une rasade, il remettait la bouteille de lait. Il l'a fait 2 ou 3 fois, ce petit vol alimentaire, parce qu'il n'y avait pas beaucoup qui sortaient de la bouteille à chaque coup, a été vu par un gardien de la paix qui, usant de ses pouvoirs de flagrant délit, l'a arrêté, l'a amené au procureur qui l'a fait passer dans le tribunal des flagrants délits. Et moi, cette affaire me plaisait, je m'étais préparé à faire une belle plaidoirie. Et j'ai fait une belle plaidoirie. Je l'ai fait pour moi, pour le président, pour les gens qui fréquentaient ces audiences de flagrant délit, qui étaient toujours là, qui venaient voir comment ça se passait. Et j'ai fait des belles phrases, j'ai dit des belles choses. Et puis le jugement est arrivé, il a été condamné à 6 mois ferme. J'étais dans une colère noire, après le tribunal, après moi. Et surtout que les choses ont été encore aggravées, parce que le président m'a dit, mon jeune ami, j'avais 21 ans, venez, approchez-vous du tribunal. Maître, vraiment, vous plaidez très bien. Et j'étais foudrage. Foudrage parce que, qu'est-ce que j'avais fait pour ce garçon? Je m'étais fait plaisir en plaidant. J'avais fait de la musique. Je n'avais rien changé à son sort. Et à partir de ce jour-là, première leçon, détester la prison. Deuxième leçon, savoir qu'il ne faut pas plaider pour le plaisir des mots, mais plaider pour l'efficacité. Et je vous disais tout à l'heure, quand Pascal dit la vraie éloquence se moque de l'éloquence, il ne faut pas dire que l'éloquence n'existe pas, parce qu'il ajoute « et la vraie morale se moque de la morale », on ne peut pas dire qu'il n'était pas moraliste. Mais ceci étant,
je crois que c'est très important. C'est-à-dire que l'éloquence, tout à l'heure, nous allons avoir des gens qui parlent. Hein. L'éloquence pour l'éloquence, l'éloquence pour la beauté des mots, l'éloquence pour respecter les piliers de l'éloquence grecque, tout cela ne sert à rien. Ce qui sert, c'est de parler pour convaincre. Ce qui sert, c'est de dire, mais qu'est-ce qui va convaincre ces gens qui sont là? Qu'est-ce qui va faire en sorte que, alors qu'ils sont peut-être de commettre une injustice, j'évite qu'ils commettent cette injustice. Voilà. Et ça, c'était ma deuxième leçon. La troisième, en un mot, c'est que j'ai été commis pour une affaire d'assises. C'était un clochard qui était accusé d'avoir jeté un de ses copains à l'eau pour un paquet de tabac. Et on avait retrouvé le corps, il était accusé par un certain nombre de choses, et il jurait qu'il était innocent. Au début, je ne le croyais pas, puis à force d'éclairer les choses, les faits se sont mis en ordre, dans le bon ordre, et j'ai cru qu'il était innocent. Et vraiment, il n'arrêtait pas de me dire qu'il était innocent, ce clochard, qui allait mieux depuis qu'il était en prison, pour une raison évidente, c'est qu'il était sevré. Et je me suis défoncé pour lui devant la cour d'assises. Ce n'était pas ma première affaire d'assises. Je me suis défoncé. Il a été condamné à 5 ans. C'était trop ou trop peu, mais enfin bon, j'étais furieux. Il est condamné, il est innocent. J'ai laissé condamner un innocent. Puis je suis allé le voir dans le box derrière. Il était hilar et il m'a tapé sur l'épaule. On me dit bravo, vous les avez bien eus. Et là, je me suis dit attention, attention. Il ne suffit pas de se convaincre, c'est important de se convaincre. Encore faut-il essayer de garder un peu d'objectivité. Voilà mes 3 premières leçons de la première année où j'ai été avocat. Bonjour. Je voulais savoir ce que vous pensez de l'expérimentation du tribunal criminel départemental. Des tribunaux criminels départementaux. Ah ben là, vous me touchez aussi par un point sensible. Je suis contre. Alors, la loi de programmation sur la justice comporte beaucoup de choses, bon, quelques modernisations et beaucoup de choses que je déplore, vient d'être l'objet d'un arrêt du Conseil constitutionnel. Je ne sais pas si, quand on est lycéen, on lit cela, mais qui est très intéressant parce qu'il sanctionne un certain nombre de dispositifs de la loi qui me paraissaient mauvais pour la justice. On n'a pas saisi les tribunaux criminels. Pourquoi je suis contre les tribunaux criminels? C'est vrai que les cours d'assises, c'est lourd, c'est compliqué, mais un mot seulement. Nous avions, l'ancien régime avait une justice complètement secrète, rendue par des magistrats professionnels, qui n'étaient que des juristes, qui appréciaient la preuve avec une méthode absurde, c'est-à-dire que 2 témoins directs, c'était une preuve, 4 témoins indirects, c'était une preuve, 8 dires, c'était une preuve. Alors, c'était une analyse juridique des preuves qui faisait qu'à la fin, on avait à cette pierre philosophale, Luce clarior, aussi clair que le jour, disaient les criminalistes, qui devait permettre la condamnation. Leur conviction personnelle n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était la façon dont ils nommaient juridiquement les preuves. Bien entendu, il y avait une preuve plus importante que tous les autres, summa probatio, pour ceux qui font encore de latin, il y en a peut-être un ou deux. Comment ? Summa probatio, et on l'appliquait la torture. On appelait ça la question préparatoire, question préalable. On les torturait très fort. Hein. C'était horrible, cette torture. Madame de Sévigné trouvait que c'était très bien d'aller voir la torture, ça permettait de passer un moment. Et on les torturait jusqu'à ce qu'ils aient avoué. Quand ils avaient avoué, on les condamnait. Et si on ne les condamnait pas, on les condamnait quand ils avaient avoué. Et s'ils résistaient à la torture, ils étaient déchargés. Mais c'était très très rare que quelqu'un soit déchargé. Et donc était condamné. La Bruyère avait eu une formule formidable. Il disait, c'est le plus sûr moyen de condamner un innocent qui a la complexion faible et de libérer un coupable né plus robuste. Bon, c'est absurde. Et quand la Révolution française est arrivée, les cahiers des États généraux en parlent sans arrêt, on veut changer cela. C'est-à-dire que cette procédure qui était totalement secrète, hein, c'était une alchimie, est renversée et on crée les cours d'assises. Je passe sur le détail, les cours d'assises dans lesquelles les gens sont jugés par le peuple. Tout est oral.
tout est oral. Certes, il y a un peu d'enquête avant, mais tout est oral. Les jurés, on amène les preuves devant eux, ils décident oralement de ce qu'ils ont entendu, rien de ce qui vient ailleurs. Les magistrats sont conformes à cela. Ça marche jusqu'à ce que Napoléon ne revient pas sur la fin de la preuve légale, ces preuves absurdes. La Révolution française a définitivement mis en place le système de l'intime conviction. L'intime conviction, c'est pas n'importe quoi, hein. L'intime conviction, c'est la conscience, la raison, c'est la preuve, en dehors de tout doute, la conscience et la raison. Et bon, ça c'est très bien, sauf qu'il y a un dossier écrit qui a pris de plus en plus d'importance, fait par un juge d'instruction, et que depuis 1941, le président a lu et dont il a avec lui. Bon. Et le président siège maintenant avec les jurés depuis 1941, loi de Vichy, M. Barthélemy. Et bon, c'est un système déjà. Et là, nous allons avoir un système où la justice sera rendue par des juges qui connaîtront totalement le dossier secret, c'est-à-dire que c'est d'une certaine façon l'abandon de l'oralité. Et moi, ça ne me plaît pas du tout. Je vous ai dit l'importance que j'attachais à la parole, qui à mon avis est directement liée à la justice. Ça ne me convient pas. Malheureusement, une fois encore, je serai obligé de m'y faire. La dernière question. Dans votre livre, vous dites mentir, c'est avouer. Du coup, vous dites quoi par ces trois mots? Qu'est-ce que je dis? Mentir, c'est avouer. Ou avouer, c'est mentir. Ah non, vous avez effectivement repéré une petite histoire de mon enfance qui est liée à la façon dont j'ai appris ce qu'était l'injustice quand j'étais enfant. Et je raconte que quand j'étais enfant, j'ai été victime d'une injustice. J'avais, je pense, 12 ans, et je revenais du lycée. Mais le lycée, c'était le collège, hein, le lycée et le collège étaient en même temps, et je revenais chez moi à pied. Et dans une rue, j'étais dans la banlieue, à Sceaux, bon, c'était une rue qui était un peu rurale aussi. Je me suis aperçu qu'il y avait des gars qui, derrière moi, m'injuriaient, parce que j'étais, sans doute parce que j'avais l'air d'un petit bourgeois. Mon père était fonctionnaire des impôts, mais bon, bien. Et il me lançait des cailloux. Alors, ça m'a énervé, j'en ai ramassé un, et au moment où je le ramassais, je ne l'avais pas lancé encore, le carreau de la maison d'à côté s'est dégringolé. Mais les gens m'ont vu avec un caillou à la main, ils n'ont pas vu les autres qui avaient foutu le camp, et j'ai été accusé. J'ai été accusé et j'ai essayé de dire que j'étais innocent, personne ne m'a cru. Il y avait un surveillant du lycée qui m'avait vu avec le caillou à la main, et mon père est venu les voir, il a payé le carreau, évidemment, même il était dans un état de fureur noire, ma mère aussi. Et là, j'ai compris d'ailleurs ce que pouvait être le mécanisme des aveux faux. C'est-à-dire que je me trouvais dans une famille qui était une famille aimante, où ça se passait bien, je me trouvais en face d'une stupéfaction de mes parents qui pensaient que j'étais un menteur absolu, que c'était moi qui avais fait ça. Et ils essayaient de me dire, écoute, t'as fait bien, reconnais-le, c'est toi, et puis c'est tout. Il y avait même mon frère qui était très proche de moi, mais lui, il se marrait carrément, il ne croyait pas. Donc tout le monde pensait que j'étais un menteur. Et vraiment, la fracture de l'unité familiale était terrible. J'étais le mauvais garçon qui non seulement avait lancé un caillou dans un carreau, ce qui m'est nécessité certes d'être grondé, mais qui en plus le dit en inventant une histoire. Et je raconte qu'à un moment, j'ai eu envie que ça finisse, de me réconcilier avec eux, et que j'ai donc avoué. Et quand j'écris ce livre aujourd'hui, je termine cette petite histoire en disant, ayant gratté cette vieille cicatrice pour la raconter, je dis pour la première fois depuis ce maudit soir que c'est en mentant, c'est en avouant que j'ai menti. Voilà. Et ça simplement pour savoir que ça prépare ce qui dans le livre est l'histoire des faux aveux qui existent en justice.